Discours stratégique, c'est l'entrée numéro 29 de l'encyclopédie de la stratégie. Valérie Chanal, bonjour. Bonjour. Professeure de management de l'innovation à Université Grenoble-Alpes. C'est ça. Discours stratégique. C'est quoi les discours stratégiques, les domaines d'études des discours stratégiques, Valérie Chanal? Bien, peut-être je reviens un peu en arrière sur ce qui m'a conduit à travailler cette thématique quand on m'a proposé de faire une entrée dans l'encyclopédie de la stratégie. Ça fait longtemps que je m'intéresse au langage, au discours, et peut-être que je peux avouer que si je n'avais pas fait du management, j'aurais fait de la linguistique. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Et donc, c'est un thème que j'avais travaillé avec différents angles, celui de la communication dans les équipes projets, celui du discours de la stratégie également. Et donc, pour moi, ça a été vraiment l'occasion de me replonger dans cette littérature, dans des théories qui sont foisonnantes, qui viennent aussi bien de la linguistique que du management ou des sciences sociales. Et j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup intéressé de faire cet article. Alors pour répondre à la question, c'est quoi les discours stratégiques? Effectivement, ce que je développe dans cet article, c'est que quand on parle de discours, en fait, ça revêt plusieurs dimensions qui sont ceux de ce qui se fait actuellement entre nous, c'est-à-dire une conversation, donc plusieurs personnes qui parlent d'un sujet de stratégie. Les discours, qui peuvent être des discours politiques ou des discours stratégiques, c'est la figure du leader qui prend la parole devant une audience. Bien sûr. Il y a le domaine des récits qui sont plutôt, qui renvoient aux mythes, par exemple, on va dire pour Hewlett-Packard ou pour les entreprises de la Silicon Valley, le mythe du garage, les mythes fondateurs en fait qui contribuent à l'identité de l'entreprise. Donc ce sont les trois grandes catégories des discours organisationnels en général et des discours stratégiques en particulier. Et puis, face au développement d'outils type utilisation de PowerPoint ou schéma, cartographie, etc., je me suis dit qu'il y avait aussi un langage visuel de la stratégie. Et donc, j'ai souhaité rajouter cette quatrième dimension parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup par image, par schéma, par modèle dans le domaine de la stratégie. Bien sûr. Alors, vous détaillez comment chacune de ces quatre catégories, donc je les rappelle, conversation, récit, rhétorique et les formes visuelles, fonctionnent. C'est-à-dire, il y a des dynamiques spécifiques à chacune de ces formes de discours. Alors, ce sont en fait des dynamiques qui relèvent d'une manière générale de processus d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a un niveau local, par exemple, on va avoir un séminaire stratégique, une réunion, où on va débattre, délibérer d'un certain nombre de points stratégiques. Donc ça, c'est le niveau des pratiques. Et puis, ce que j'appelle la dynamique, c'est comment ce qui se fabrique là, sur un plan local, va à un moment donné s'institutionnaliser et par exemple, faire récit au sein d'une organisation. Et ce processus d'institutionnalisation, il n'est pas seulement interne à une entreprise, mais il est aussi influencé par des modes managériels, des outils qui vont être manipulés par des consultants, des logiciels, etc., qui vont peut-être à certains moments contribuer à une certaine uniformisation des discours stratégiques. Je ne sais pas si vous avez regardé les chartes de valeurs, par exemple, qu'on peut trouver sur Internet, sur différentes entreprises. Au fond, elles se ressemblent un peu toutes. Et donc, on a un effet d'uniformisation des discours par cet effet d'institutionnalisation. Donc, en fait, il y a une espèce de tension entre l'institutionnalisation d'une part et puis garder une originalité des discours et de la pensée stratégique selon les contextes. Qui fait que tout cela prend sens. Exactement. Et si ça prend sens, ça peut aussi perdre sens. C'est ce que vous évoquez dans la deuxième partie. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pour rappeler ce que je disais à l'instant, qu'on arrive à une certaine forme d'uniformité, on pourrait presque parler d'une sorte de bouillie, de discours stratégique qui ne fait plus sens pour les acteurs. Or, il faut rappeler que les discours stratégiques, ils servent à délibérer sur des problèmes stratégiques, sur des questions qui posent problème, et ils servent à prendre des décisions.
Si on a un discours un peu langue de bois, on pourrait dire, qui ne permet pas aux acteurs de s'emparer du sens de là où va l'organisation et donc d'agir en conséquence, alors on a un phénomène de perte de sens, effectivement. Vous évoquez une parole confisquée et effectivement ces discours appauvris, mais vous êtes plus précise. Vous parlez du BCG, des forces de Porter et puis de la pensée PowerPoint. Et là, vous avez un regard très critique sur ces alors, enfin, pas que critique. Non, mais il y a des travaux, il y a des dérives possibles. Il y a des travaux sur la pensée PowerPoint, mais pour revenir à la question de la confiscation des discours, je fais référence à des grands-messes stratégiques, par exemple, avec des préconisations ou des injonctions un peu vides de sens pour les gens qui sont sur le terrain, les managers qui travaillent, etc., et qui parfois peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir voix au chapitre, alors qu'ils se sentent parfois plus compétents parce qu'ils sont en prise directe avec les problèmes de l'action au quotidien. Ils peuvent se sentir plus compétents et or, on ne les écoute pas forcément. Il y a aussi un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur le rôle symbolique des réunions stratégiques, c'est-à-dire on est dedans ou on n'est pas dedans, on est invité ou on n'est pas invité. Et donc la réunion stratégique, elle a une autre fonction que celle de la délibération, elle a une fonction symbolique d'inclure ou non des décideurs dans la délibération. Et effectivement, ça je pense que tous les chercheurs qui sont en prise avec des organisations l'entendent dire de la part des managers, ce sentiment que en fait, leur avis n'est pas pris en compte, leur avis n'est pas entendu. Donc ça pour moi, c'est un risque parce qu'au fond, on perd de l'intelligence collective, on perd de l'intelligence de terrain pour agir au quotidien dans les organisations. Un point clé, c'est la notion de cohérence. Absolument. On peut la perdre, et donc pour essayer de la gagner, il faut raisonner sur trois niveaux. Oui, alors c'est ce que j'ai essayé de développer, effectivement. Dès lors qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est communication, on pourrait dire, et j'ai écrit cet article à une époque où on tweetait moins, où tout n'était pas forcément immédiatement sur Internet, ce qui a encore évolué depuis le moment de la publication de cet article. Et donc, les discours sont foisonnants, les discours sont multiples, se jouent à différents niveaux. Et non seulement il y a un risque de perte de sens, comme je l'évoquais à l'instant, mais il y a un risque de perte de cohérence, c'est-à-dire qu'on n'y comprend plus rien. Alors la cohérence, ça peut être effectivement le fait que des propos soient perçus comme étant contradictoires en fonction des audiences. C'est la cohérence interne. Voilà, alors qu'une même personne, un salarié, il peut aussi être client de son entreprise, il peut être aussi actionnaire de son entreprise. Donc ça, c'est une chose qui est bien expliquée dans les travaux sur la rhétorique. Il y a une porosité des audiences, en fait. On n'est pas seulement un salarié ou un consommateur ou un actionnaire. On peut être tout ça en même temps, et donc un individu donné va percevoir les différents niveaux de discours d'une organisation. Donc il peut y avoir ce sentiment de perte de cohérence interne. Et un autre niveau de cohérence, c'est la cohérence d'un discours donné par rapport à son audience. Et ça, c'est, je trouve, un grand apport de la rhétorique qui, en fait, n'est pas tellement utilisé dans les travaux en management, je trouve. L'apport de la rhétorique, c'est qu'on entend le discours toujours comme une relation entre un locuteur et son audience. Donc, c'est toujours situé. Et la perte de cohérence, c'est que, en fait, la question qui est traitée, la question qui est au cœur du discours stratégique, n'est plus partagée entre le locuteur et son audience. Ça, c'est un deuxième problème de cohérence. Et puis, effectivement, il y en a un troisième, c'est la cohérence entre la parole et l'action, une chose qui est bien connue également. Absolument. Alors, le sens, la cohérence, ça nous amène presque mécaniquement à la conclusion de votre entrée, qui nous invite à nous tourner vers Perlman, vers Habermas, vers une éthique de la communication dont vous nous dites que c'est peut-être utopique, mais cet agir communicationnel, c'est peut-être par là aussi qu'on a des voies de créativité, d'innovation renouvelées.
Oui, c'est une piste que je propose parce que quand on est face à cette multiplicité de discours, à ce risque de perte de cohérence, au fond, qu'est-ce qui reste si ce n'est les valeurs profondes qui nous animent dans l'action? Et donc, j'invite à une forme d'authenticité en fait du discours stratégique, donc de faire un peu table rase de tous ces multiples discours convenus qui n'ont plus grand sens pour personne. Je pense qu'on peut transposer aussi ça au domaine de la politique. Évidemment. Donc une certaine forme d'authenticité, et ce qu'on retrouve dans l'agir communicationnel d'Habermas, c'est bien cette éthique de la délibération, c'est-à-dire le fait de considérer, qu'on trouve également dans la nouvelle rhétorique de Perelman, de considérer que dans un discours, dans une conversation, il y a toujours un autre, il y a toujours l'alter quelque part, et il faut composer avec ça. Donc, je ne sais pas si c'est utopique. Je pense que chacun de nous, à notre niveau, on peut essayer de pratiquer ça. C'est une belle utopie, parce que voilà, si je résume le propos, quand on nous dit ça va mieux, puisque c'est dans l'air du temps de dire ça va mieux, il faudrait peut-être poser la question plutôt aux gens de savoir comment ils se sentent avant de décréter que ça va mieux. C'est peut-être ça. C'est la limite aussi de la performativité du discours. Ce n'est pas parce qu'on dit ça va mieux que ça va mieux effectivement pour les gens. Tout à fait. Discours stratégique, donc c'est l'entrée numéro 29 de l'Encyclopédie de la stratégie. Valérie Chanal, merci. Merci.